Donc, merci aux organisateurs de m'avoir inclus dans ce programme impressionnant, même si nous sommes dans une journée particulièrement sombre. Alors pourquoi ce titre? Bon, au-delà des oxymores et des figures de style, c'est parce que la perception que nous avons en général du monde des aveugles, c'est l'obscurité. Et chacun considère que c'est une malédiction. En réalité, là je cite un aveugle assez célèbre qui était professeur de littérature aux États-Unis parce qu'il n'a pas réussi à passer l'agrégation en France, parce qu'un texte de Vichy l'en a empêché et que ça a duré encore 10 ans après la guerre. Donc c'est quelqu'un qui était complètement aveugle, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Et la lumière fut ». Et il décrit son monde, c'est un monde qui n'est absolument pas un monde d'obscurité, mais un monde où en fait tout se situe dans une espèce de clair-obscur, de contraste permanent. Et il a appris à utiliser ses perceptions, mais notre rôle évidemment c'est d'aller beaucoup plus loin. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Serge Haroche, c'est-à-dire que la partie visible de la lumière est une toute petite partie du spectre, nous ne pourrions pas l'apercevoir si nous n'avions pas ce que Borges appelait ces instruments ténus, les yeux. En l'occurrence, il disait qu'on ne pourrait pas percevoir non plus l'obscurité, pour reprendre ce que je viens de dire. Alors, il y a des situations dans la nature où il n'y a pas Dieu. Il y a des poissons, les Astyanax mexicanus, qui sont des poissons cavernicoles, donc ça fait sans doute référence au fait qu'ils vivent à très profondeur et que donc de ce fait, où ils ont pu s'adapter en l'absence de Dieu dans ces profondeurs où il n'y a pas de lumière. Mais il y a d'autres cavernes, celles en particulier des maladies. Et si cette année de la lumière sous l'égide de l'UNESCO pouvait porter le projecteur sur les maladies du tiers-monde, et en particulier sur les maladies comme le trachome, la cataracte ou l'onchocercose, maladies parfaitement soignables avec très peu d'argent et qui justifieraient parfaitement qu'on y consacre non seulement une année, mais une décennie ou un siècle. Mais au-delà de ces personnes, nous sommes ici dans nos pays concernés par la lumière, l'obscurité, mais surtout la perception des détails. Dans le schéma classique de la perception de l'acuité visuelle, la lumière traverse la cornée, le spectre, le hublot transparent d'avant de l'œil, puis le cristallin, et est focalisé sur la rétine, dont vous avez ici une illustration, rétine qui est constituée de neurones et qui fait partie du système nerveux central. Je vais donc me focaliser, parce que dans nos pays, les principaux pourvoyeurs de cécité sont les maladies, sont les affections de la rétine. Il s'agit de maladies qui vont toucher un réseau de neurones, soit le réseau initial, les photorécepteurs, qui captent la lumière et la transforment en signal, soit ceux qui vont procéder à tout le traitement de l'information. Donc, comme cela a été dit par Serge Haroche, le spectre de la lumière, c'est une toute petite fenêtre dans l'ensemble des radiations qu'on peut aussi appeler lumière. Et comme disait Yves Legrand, le grand spécialiste d'optique du Muséum d'histoire naturelle, nous ne sommes que dans une petite partie du rayonnement total, infime, mais comme il disait plaisamment, nous ne sommes pas aveugles, mais c'est vraiment par chance. Et ce qui nous permet de percevoir la lumière, ce sont deux types de cellules qu'on appelle les photorécepteurs, qui, comme leur nom l'indique, reçoivent la lumière et la transforment en signal électrique. Photorécepteurs qui sont soit adaptés à la perception de nuit, c'est ce qu'on appelle les photorécepteurs à bâtonnets, et qui voient dans des atmosphères extrêmement sombres, puisque en théorie, ils sont capables de détecter un seul photon. En réalité, du fait des systèmes optiques de l'œil, il faut 10 photons pour les stimuler, mais 10 photons, c'est l'extrémité d'une cigarette vue par nuit noire à 10 km, donc c'est vraiment bien. Et à côté de ça, nous avons un système de jour, qui est le système à cône, qui est aussi un système avec une très forte résolution spatiale et la capacité de détection des couleurs. La rétine humaine a cette particularité qu'elle partage avec les autres primates, d'avoir à la fois un système diurne et nocturne, et d'avoir un système à haute résolution centrale et à basse résolution périphérique. L'ensemble se déroule parce qu'un photon est capté au niveau d'un chromophore, d'une molécule qui est capable de capter ce photon, et par une isomérisation, de déclencher une cascade d'événements que je ne vais pas décrire, mais qui, par une série de réactions qui sont devenues d'autant plus importantes aujourd'hui que chacune des protéines impliquées est aussi associée à des maladies d'origine génétique et responsable de cécité, qui vont entraîner l'ouverture ou la fermeture de canaux ioniques. La particularité des photorécepteurs est d'être stimulés par l'obscurité et inhibés par la lumière, de fonctionner inversement à tous les neurones. Et donc cette cascade qui amplifie par 1 million le simple photon dont nous parliez tout à l'heure va déclencher un signal électrique. Il y a donc un couplage photoélectrique. Donc l'entrée du signal, c'est une réponse proportionnelle à l'intensité lumineuse. La sortie du signal, au terme d'un traitement extrêmement complexe par l'intermédiaire des milliards de connexions dans la rétine, c'est un codage qui va comprendre à la fois l'information
spatiale, laquelle est codée au niveau de la rétine externe, et l'information temporelle au niveau de la rétine interne, sous forme de potentiels d'action qui vont passer par le nerf optique. Nous disposons, grâce à la lumière, qui est donc notre objet d'étude et en même temps notre instrument d'expérimentation, de la capacité aujourd'hui de disséquer tous ces mécanismes. Par exemple, grâce à l'optogénétique sur laquelle je reviendrai, il est possible de stimuler de façon extrêmement sélective certains types cellulaires de la rétine. Par l'intermédiaire de la microscopie biphotonique, il est possible d'observer et de stimuler très sélectivement une seule cellule à la fois. Et par l'intermédiaire des systèmes de multi-électrodes, il est possible d'enregistrer l'ensemble des activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il devient tout à fait envisageable et réalisable de détecter tout ce que le cerveau reçoit de la rétine à pratiquement 95%. Et je montre là un travail d'un jeune chercheur chez nous, qui l'a fait à Princeton et chez nous, où il a été capable de prédire à 95% de fiabilité l'ensemble de la réponse lumineuse des cellules qui étaient étudiées, y compris donc avec les réponses colorées. Ce qui nous permet de modéliser le traitement de l'information. Et là, on prend simplement, parmi l'empilement de 20 types de signaux qui sont transmis au cerveau, 4 types cellulaires qui vont pouvoir, lorsqu'un visage bouge, ici c'est l'étudiant qui a fait le travail, qui s'est filmé, et on voit que certaines cellules vont détecter les bords, d'autres vont détecter les pleins, certaines sont sensibles à l'initiation du moment, l'autre à leur fin. Ce qui va donc quitter la rétine pour aller vers le cerveau, qui est le véritable site de la vision, c'est un empilement d'au moins 20 signaux différents, 20 films différents, beaucoup plus sans doute, qui vont ensuite être intégrés au niveau sous-cortical, puis cortical. Donc tout ça est assez magnifique et le système visuel représente un des meilleurs instruments d'évaluation de la fonction cérébrale et d'investigation. Et là, ça a une valeur cognitive fondamentale. Mais on va basculer dans la partie appliquée et je ne peux pas résister à citer ce texte de l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, où quand même le miracle de la vision, cet accident qui est dans la nature, qui nous permet de détecter la lumière visible, cette sensibilité entre le voyant et le sensible, entre le touchant et le touché, il nous est très difficile aujourd'hui de revenir en arrière, même avec des moyens extrêmement importants. Cependant, nous essayons, et en particulier dans des maladies qui détruisent les photorécepteurs, donc les cellules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui détectent la lumière et la transforment en signal électrique, donc les premières cellules de la chaîne, qui, dans des maladies comme la rétinopathie pigmentaire, mais aussi dans nos pays, la maladie la plus fréquente, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dégénère pour des raisons différentes, entraînant soit une perte de la vision centrale, soit une perte de la vision périphérique, puis centrale, et une cécité. Ces maladies sont dramatiques et de plus en plus fréquentes, et elles impliquent des solutions. Il y a quelques solutions médicamenteuses, mais nous sommes encore loin d'avoir des solutions bien meilleures. Le laser a joué un rôle important, je n'ai pas parlé de cela parce que c'est presque du passé, même si c'est de l'avenir dans certains domaines. Comment faire pour remplacer les photorécepteurs, puisque dans la malchance des patients auxquels nous nous adressons et qui s'adressent à nous, il leur reste la connectique dont je parlais tout à l'heure, celle qui va coder l'information. Mais ce qui leur manque, c'est la photoréception. Donc comment faire ? Première solution, la rétine artificielle ou les implants rétiniens. Il y a aujourd'hui de très nombreuses solutions qui ont été envisagées sur la rétine, sous la rétine, sur le nerf optique, sur le cerveau directement. Je vais vous parler de 2 solutions sur la rétine elle-même. Une qui est en ce qu'on appelle en épirétinien. Donc ici, vous entendez le patient qui est en train de lire, patient qui était aveugle depuis 20 ans, que nous avons opéré il y a quelques années, qui a bénéficié d'un de ces implants épirétiniens, qui va donc stimuler directement les cellules ganglionnaires avec un codage d'information électrique, une caméra, un codage d'information. Aujourd'hui, une capacité pour ce patient, pour des raisons de temps, je ne vais pas laisser tout le film, mais il est capable de lire à peu près à 10 mots par minute, donc vous l'entendez pour me croire. Il est capable donc de voir les électrodes s'activer et de voir les lettres une par une. Et en scannant avec sa tête, il est capable de lire très lentement ce texte, 5 à 10 mots par minute. Chacun d'entre nous lit à 200 mots par minute, donc vous voyez le temps qu'il faut pour arriver à reconnaître cela. Mais il faut augmenter la résolution. Plusieurs solutions sont possibles. Il y a une solution que nous sommes en train de développer à l'Institut de la Vision avec Stanford. C'est une solution de photodiode, donc encore une fois la lumière. La lumière est utilisée en électrode passive pour la stimulation et en amplification grâce à ces photodiodes. Ces photodiodes sous forme de petits palets sont placés dans un injecteur qu'on va ensuite injecter sous la rétine à la place des photorécepteurs qui ont disparu. Et donc là, pour l'instant, nous le réalisons chez l'animal et en particulier chez le primate. Et donc ce système donc, de photodiode est injecté sous la rétine. Ils vont pouvoir ensuite, donc le film est un peu lent, mais je vais quand même vous le montrer. Ils vont pouvoir donc, dans cette position-là, au centre de la rétine, recevoir l'information lumineuse. Et cette information lumineuse donc, qui va être envoyée par des lunettes, et je reviendrai sur l'importance de la stimulation par des lunettes,
Donc cette information va donc être envoyée sur l'œil par l'intermédiaire de stimulateurs. Donc nous développons actuellement des caméras sur lesquelles je vais revenir dans un instant pour stimuler directement ces photodiodes, lesquelles vont ensuite coder l'information et la transmettre vers les cellules qui vont elles-mêmes traiter le contraste spatial et temporel, puis vers le cerveau. Une autre technologie, c'est d'utiliser la nature. Et c'est une belle illustration de la recherche fondamentale non finalisée. Il y a une quinzaine d'années ont été découvertes chez Chlamydiomonas, donc une espèce, des protéines sensibles à la lumière, dans une recherche totalement non finalisée, non appliquée. Ces protéines sensibles à la lumière déclenchent des courants électriques sans l'amplification dont nous parlions tout à l'heure. Les bactéries et ces algues sont très simples. Et on peut aujourd'hui utiliser ces protéines en les faisant exprimer par thérapie génique. Donc c'est ce que nous faisons soit dans les ganglionnaires, soit au niveau des photorécepteurs. Je vous montre un exemple pour les ganglionnaires, où cette souris traitée avec l'expression de ces protéines a des réponses enregistrables au niveau de la rétine et au niveau du cerveau, pratiquement identiques à une souris voyante. La même chose au niveau des photorécepteurs restants, où il est possible, là c'est transfecté par thérapie génique, protéines fluorescentes associées, et l'activation permet de retrouver l'ensemble du spectre des réponses lumineuses, et les tests comportementaux sont tout à fait satisfaisants. Les deux impliquent une stimulation par des lunettes qui vont envoyer la lumière à l'intérieur de l'œil. Et là, nous profitons de la possibilité d'externaliser ce que nous apprenons par la modélisation du système visuel. Encore une recherche très fondamentale, mais on peut en extraire le code de le traitement de l'information visuelle. Et donc, nous avons développé, grâce à des physiciens chez nous et des roboticiens, des lunettes qui fonctionnent non plus comme nos caméras qui prennent des photos successives, mais qui fonctionnent en événementiel, c'est-à-dire ne détectent que les changements lumineux. Chaque changement lumineux va être codé, et ce changement lumineux va entraîner une stimulation en continu, puisque ça va réagir à une rapidité extrême, et ça vous donne ce type de film où en fait seulement les informations sur ce qui change sont traitées. Les informations fixes n'ont pas d'intérêt pour l'aveugle. Il doit traiter beaucoup d'informations à la fois, et c'est seulement les informations qui sont mobiles, donc le changement de lumière qui est traité. Avant de conclure, j'insisterai sur le fait qu'il faut vérifier l'applicabilité de toutes ces solutions. Nous avons développé à l'Institut ce qu'on appelle un Living Lab, un laboratoire de la vie quotidienne, où nous testons en fonction des paramètres lumineux, en fonction des paramètres sonores, l'impact de ces découvertes, de ces innovations sur les patients. Ici, ce sont des lunettes à réalité augmentée développées par Essilor et que nous testons, où on voit l'impact chez ce patient, un avatar du patient, pas d'Étienne Klein, mais d'un patient, qui se déplace dans cette rue artificielle. On va suivre en même temps ses mouvements et on va modéliser son action. Donc l'ensemble de ces éléments montre qu'il est possible de retrouver une partie de ce que la nature avait fabriqué et qui a été détruit, seulement une partie, mais surtout la capacité de réagir à l'obscur et au clair et au passage de l'obscur et au clair. Et je ne peux pas résister à la citation de ce texte de Michel Foucault que je sollicite un peu parce que ça ne parlait pas d'ophtalmologie, en disant que l'œil se situe en parenté avec la lumière. Et il ne vit qu'au présent, il ne vit que du changement. Il y a une naissance permanente de la vérité, une naïveté claire, distante, ouverte du regard, et que le discours du monde passe par des yeux ouverts, ouverts à chaque instant, comme pour la première fois. Espérons qu'après ces jours noirs, nous allons retrouver ces premières fois. Je vous remercie.